suivre de près la situation politique dans notre pays, mais aussi nous allons parler de la répression des deux groupes citoyens, de mouvements citoyens aujourd'hui, Filimbi et Lucia, qui faisaient leur manifestation. Bonsoir fidèles téléspectateurs et bienvenue au DH à la portée de tous, votre émission d'éducation aux droits de l'homme et du civisme. Elle va recevoir aujourd'hui, pour débattre de toutes ces questions, Maître Henri Omboloa. Je rappelle qu'il est président de l'AUDEF, l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, une ONG des droits de l'homme. Il est aussi expert en droits de l'homme. Bonsoir Maître et bienvenue. Bonsoir, merci madame, merci les téléspectateurs. Tout à fait. Mais avant de poursuivre avec cette émission, nous allons devoir suivre un élément et on se retrouve juste après. Plusieurs mois après l'interruption de la tenue des conférences de presse des Nations Unies suite à la Covid-19, le numéro 1 de la MONUSCO en RDC, Leïla Zerigui, a été face à la presse ce mercredi. Dans ces mots, la représentante spéciale a tout d'abord rappelé l'existence de cette pandémie et l'observance des gestes barrières afin de vaincre le coronavirus. Par ailleurs, Leïla Zerigui a condamné les récentes attaques des groupes armés perpétrées contre les élèves finalistes de la 6e des humanités à Massissi, dans la partie est du pays. Même ces centres d'examen, parce que je pense que quelqu'un qui est normalement constitué ne peut pas penser à ça, parce que c'est des zones où on n'est pas dans une zone où, si c'était dans la zone où c'est les ADF, c'est des zones où vous avez des groupes locaux. Donc ça ne vous vient même pas à l'idée qu'un groupe local va aller attaquer les enfants du village alors qu'ils prétendent défendre la communauté, qu'ils prétendent soutenir les communautés, ils ont un agenda communautaire, ils vont tuer des enfants qui passaient leurs examens. Je pense que c'est dramatique que ce soit arrivé, je l'ai condamné. Nous n'étions pas associés à une mesure de sécurisation. Je pense qu'à l'avenir, il faudrait qu'on travaille ensemble pour nous assurer que ce genre de choses ne se passe pas. Parce que je ne crois pas qu'on a été associé, on a été appelé, qu'on a refusé. Ce n'est pas le cas, et ça n'a pas été le cas. Et je crois que tout le monde a été surpris par cette attaque, y compris les autorités au niveau local. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC note qu'elle suit de très près le problème politique de la RDC au nom de la MONUSCO en vue de restaurer la paix et la stabilité. Merci à la technique pour cet élément. Fidèles téléspectateurs, nous allons pouvoir poursuivre avec cette émission, comme je viens de l'annoncer, en train de parler de l'apport de la MONUSCO dans notre pays, surtout par le temps qui court actuellement, la situation politique. Maître Henri, la MONUSCO s'est dit prête à suivre cette actualité dans notre pays actuellement, mais il y a aussi les deux fils du pays, M. Martin Fayoulou et M. Théodore Ngoï, qui ont souhaité la destitution pure et simple du président de la République. Votre commentaire là-dessus? Merci madame. Laissez-moi aussi compatir à la famille des 5 enfants qui ont été lâchement abattus alors que c'était pendant les examens de TENAFEP. C'est vraiment triste. Et il y a là des crimes contre l'humanité. Et parce que le droit international humanitaire protège les populations civiles et même d'autres cibles telles que les hôpitaux et les écoles. Malheureusement, chez nous, les gens ne comprennent pas. Hôpitaux, écoles, églises, on s'attaque de n'importe quelle manière, on donne la mort. Ce sont des gens qu'il faudrait bien poursuivre jusqu'à la fin et qu'ils soient jugés et condamnés. Vous touchez au deuxième élément important, très important. Nous saluons les activités ou les actions, les plaidoyers de Madame Leïla Zerigui, numéro 1 de la MONUSCO et représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC. C'est très important aujourd'hui qu'on dise même que l'ONU est en train de se préparer pour quitter le pays. Vous voyez que l'ONU a encore beaucoup à faire dans notre pays.
lorsque nous considérons la fragilité des institutions politiques que nous avons, la RDC a besoin des organismes internationaux et des organisations internationales pour l'accompagner à stabiliser, n'est-ce pas, la situation politique, économique et sociale du pays. S'agissant de la demande de poursuite contre le président de la République, destitution, je pense que peut-être on va revenir sur ça pour un peu de détails, on doit avoir une occasion pour ça. Mais il faut déjà souligner une chose, c'est que les poursuites contre le président de la République en exercice sont organisées par la Constitution de notre pays. Et là, c'est important, il faut que tout le monde sache que le chef de l'État, le président de la République et le Premier ministre, la Constitution a organisé certaines infractions pour lesquelles eux seuls peuvent répondre. Parmi ces infractions, il y a la haute trahison. La haute trahison qui, pour le chef de l'État, ou le chef de l'État, c'est le fait de violer intentionnellement la Constitution. Et il y a d'autres infractions comme les délits d'initiés. Les délits d'initiés, c'est aussi une infraction à la charge du chef de l'État, président de la République, et le Premier ministre, lorsque ils commencent à tirer profit de certaines informations qu'ils reçoivent en priorité de manière privilégiée comme chef de l'État ou président de la République, par exemple dans les affaires, tout ça, et ils tirent profit avant que même le public n'en soit informé. C'est ce qu'on appelle des délits d'initié. Ce sont des infractions qui sont prévues par la Constitution. Il y a aussi l'atteinte à l'honneur et à la probité, qui sont des infractions qui sont prévues par l'article 65 de notre Constitution. Et donc, quand on parle de ces accusations de destitution du chef de l'État, j'inviterai tous nos frères, toutes nos sœurs, à lire l'article 65 de la Constitution. Mais, Madame, pour poursuivre le chef de l'État, il y a une procédure qui est organisée. Dans la Constitution, il est dit tout simplement que la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des 2/3 des membres du Parlement composant le Congrès, suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. C'est-à-dire, le règlement intérieur du Parlement, Assemblée nationale et Sénat, prévoit les modalités de la convocation du Congrès. Et c'est au niveau du Congrès que l'on débat de cette question, s'il faut, oui ou non, déférer le chef de l'État, le président de la République, devant la Cour constitutionnelle pour que destitution arrive. Et nous ne pouvons pas nous limiter à la Constitution, parce que l'article 69 de la même Constitution, l'article 69 de la même Constitution dit ceci, je vais lire ça: l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont fixés par une loi organique. Donc, si on a parlé de manière globale de la question des infractions à la charge du président de la République et du Premier ministre, de manière sommaire, on a donné les voies en ce qui concerne la procédure. Mais la procédure, elle est fixée dans la loi organique. Et aujourd'hui, la RDC a la loi organique qui organise le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Dans cette loi organique, lorsque nous prenons l'article 100, à partir de l'article 100 jusqu'à l'article 105, il y a toute une procédure rigoureuse à suivre pour déférer le chef de l'État devant la Cour constitutionnelle. Et dans cette procédure, il y a des animateurs qui sont le Parlement, le Congrès. Il y a le procureur général près la Cour constitutionnelle. Non, le procureur général près la Cour constitutionnelle, qui a un rôle très important à jouer. C'est-à-dire, dans ce rôle consiste à d'abord demander au Parlement de décider
en congrès, si on peut déférer le chef de l'État en justice devant la Cour constitutionnelle. Et lorsque le congrès a décidé, on autorise maintenant le procureur général pour instruire l'affaire. Et cette instruction se fait de la même manière que l'instruction pénale ordinaire, comme ça se fait ordinairement. Et donc, la procédure est rigoureuse. Elle peut même être longue et consort. Si j'en parle, c'est pour dire que s'il est un droit que l'on puisse poursuivre le président de la République, le Premier ministre, il est aussi une rigueur à tenir en compte pour que ceci puisse aboutir. Mais il faut analyser aussi des questions politiques. Dans les questions politiques ici, nous voyons des crises fondamentales sur le plan politique dans notre société. Et si tout ce qui arrive aujourd'hui à la RDC, de par des accusations, des contre-accusations entre le FCC et le CACH, c'est tout simplement parce qu'il y a des démêlés, peut-être même des agendas des uns et des autres au niveau de cette coalition. Mais cette coalition ne profite pas à la vie apaisée en République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous saluons cette initiative de Madame Leïla Zerigui qui mène le jeu entre les deux partis, de telle sorte que l'on puisse privilégier la gestion du pays plutôt que les intérêts des camps politiques. Parce que si l'on constate tout ce qui se passe, on dira que des graves violations des droits, c'est à la charge à la fois du FCC et du CACH. Le FCC qui a géré pendant 18 ans, qui aurait même peut-être encadré, n'est-ce pas, toute situation politique de manière à ce que tout soit couvert, qu'il n'y ait même pas de poursuite. Et notamment, par exemple, nous avons même une loi qui exonère de toute responsabilité les anciens présidents de la République, des hautes autorités, qui occupent de hautes fonctions. Non, nous demandons aussi que toutes ces mesures-là soient levées pour que toute personne et tout responsable politique en République démocratique du Congo sache qu'elle est redevable devant la population. Elle a l'obligation de respecter les lois, la Constitution et même les droits de l'homme pour que l'état de droit soit renforcé. Voilà un peu de mots la réponse. Merci beaucoup, Maître Henri. Fidèles téléspectateurs, nous poursuivons en train de débattre autour de la situation, l'actualité des droits de l'homme dans notre pays. Nous allons devoir parler de la surpopulation pénitentiaire, mais aussi les conditions dans lesquelles vivent les détenus dans nos prisons. Maître Henri Wemboloa, dernièrement nous avons suivi la famine qui sévit dans des prisons. Est-ce que les droits de l'homme se limitent à la porte de la prison ou l'homme doit jouir de ses droits même quand il est détenu? Madame, la question est intéressante. Ce qu'on doit savoir à propos de la détention, l'arrestation et détention même. D'abord, le principe fondamental de droit dans un état de droit, c'est la liberté. Et de manière exceptionnelle, on peut arrêter une personne lorsque celle-ci a commis une infraction. Et lorsque vous lisez notre code de procédure pénale, on précise dans quelles conditions on peut empêcher à cette personne d'aller et venir à sa guise. Lorsqu'il y a la fuite à craindre, lorsque l'identité de la personne n'est pas connue, il y a des conditions qui sont là. Mais malheureusement, dans notre pays, on a inversé l'équation. Au lieu que la liberté soit le principe, aujourd'hui chez nous en République démocratique du Congo, l'arrestation et la détention est devenue le principe, alors que c'est une exception. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de difficultés pour nourrir les prisonniers. Quand on est détenu, on quitte tout simplement
n'est-ce pas, le niveau de sa liberté personnelle à la maison pour aller et venir. On a tous les droits lorsqu'on n'est pas encore condamné. Faut-il savoir qu'il n'y a qu'une décision définitive qui dit que on lui prive tel ou tel autre droit. Mais quelqu'un qui n'a pas encore été jugé, il a tous les droits comme tous les autres citoyens, sauf qu'il ne peut pas aller et venir comme ceux qui sont libres à l'extérieur. Et donc, ils ont droit à une bonne alimentation. Et ici, on dit même que dans le régime pénitentiaire, l'ordonnance 344 qui organise le régime pénitentiaire dit qu'ils mangent 3 fois par jour. C'est ce qui est prévu dans la loi. Ils ont droit aux soins de santé, lorsqu'ils tombent malades, les conditions hygiéniques doivent être quand même garanties, et il y a tous les droits qui leur sont reconnus. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, nous disons que à la prison de Makala, par exemple, il n'y a plus de ration. Il n'y a plus à manger pendant 4, 5 jours, 6 jours. Donc il n'y a plus de ravitaillement à la prison. C'est un problème. Ce n'est pas seulement la prison de Makala. Dans plusieurs prisons de la République démocratique du Congo, je ne sais pas dire qu'on détourne les frais qui sont prévus. Parce que dans le budget national, on prévoit déjà qu'il y a un montant bien déterminé pour la ration, pour l'alimentation de ceux qui sont dans les prisons. Même ceux qui sont dans les provinces, ça part de Kinshasa, ça va dans toutes les provinces, jusque dans les Massissi ou jusqu'à Tchanfoubou, jusqu'à Popokabaka. Popokabaka, c'est tout près. Donc, dans tous les coins de la République, là où il y a des prisons, il y a des moyens pour la nourriture des prisonniers. Malheureusement, les prisonniers vivent des conditions tragiques. Et le monsieur Kengo Andodo, à un certain moment, il a écrit sur la question, il a écrit que les prisons au Zaïre, ce sont des mouroirs. Les lieux où on envoie les gens pour qu'ils puissent mourir. La prison est tel que c'était au Zaïre. Des règlements de compte ou un centre où on doit rééduquer les gens qui sont en difficulté avec la loi. Et c'est justement ça le problème. Là, je parlais d'abord de ceux qui n'ont pas encore été jugés par une décision définitive. Et le président Kengo, qui est président du Sénat honoraire, Zaïre mouroir. Donc aujourd'hui, nous pouvons encore dire que nos prisons sont des mouroirs, au lieu d'être des centres de rééducation. Ici à Kinshasa, nous parlons de la prison centrale de Makala. Mais un autre concept, un autre nom qu'on lui a donné, c'est centre de rééducation. CPRK. Rééducation, rééduquer, c'est-à-dire réinstruire mais faire poser des actions, des activités pour que la personne qui a été condamnée pour avoir commis une infraction puisse s'amender. Que celui qui a volé, qu'il apprenne à faire un job, que celui qui a volé pour manque de travail, qu'il apprenne à travailler. Il y a l'organisation pénitentiaire. Cette prison de Makala a été une des prisons modèles, même en Afrique, par sa production pénitentiaire. Donc il y a des titres, il y a toute une industrie à la prison. Malheureusement, tout cela est tombé par terre. Il faudrait vraiment penser qu'on puisse amener des réformes. La prison de Ndolo, de la même manière. Donc, aujourd'hui, nos prisons sont des mouroirs. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a plus rien de aller rapidement parce que... Et pour aller rapidement, nous disons, il y a beaucoup de personnes qui sont détenues. Là où on avait prévu 1500 détenus, on y trouve 7000 ou 8000. Mais c'est aussi une infraction. Comment vous pouvez mettre... Et c'est la cause aujourd'hui de ces mauvaises conditions hygiéniques et même de nourriture dans toutes nos prisons, tous nos centres de détention. Notre plaidoyer, que l'on puisse tenir compte de la situation des détentions. Parce que pour ce qui concerne les détentions préventives là, c'est à boire et à manger. Il est dit qu'il y a des délais de ces détentions avant que l'on transmette le dossier au tribunal. Mais apparemment, on fait fi de tout cela. 5 jours après, une personne qui a été arrêtée par le ministère public doit être présentée en chambre du conseil pour voir la réalité des détentions. Mais là encore, il y a à boire et à manger. Parce que en chambre du conseil, aujourd'hui,
ce qui est vraiment condamnable, c'est de la formalité. Peut-être on vient avec des formulaires pour dire détention, on renvoie à 15 jours. Deuxième fois, on vient, alors que toute décision, les ordonnances en chambre du conseil doivent être motivées. Un plaidoyer à suivre. Et nous en appelons à toutes les autorités judiciaires de tenir compte. Quand on déplore la surpopulation pénitentiaire, donc le pouvoir judiciaire a une grande responsabilité. Merci beaucoup. Le pouvoir judiciaire a une grande responsabilité, fidèles téléspectateurs. Là, nous sommes au terme de cette émission, en train de débattre toujours autour de la situation, l'actualité des droits de l'homme dans notre pays. Maître, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Ramener les deniers publics au trésor public de l'État, c'est le travail que l'IGF est en train d'abattre. Les contrôles, les investigations au niveau de la Banque centrale, mais aussi la répression dont ont été victimes aujourd'hui quelques mouvements citoyens Philippe Biegloucha. Un peu rapidement. Oui, en ce qui concerne l'inspection générale des finances, nous encourageons, madame, tout celui qui aime le pays doit encourager des actions qui vont dans le sens de redonner de la valeur au pays. S'il y a des deniers publics qui sont des fonds pour les poches des individus, c'est déplorable. Et là, il y a absence de l'État. Il y a donc la fragilité de nos institutions, des institutions du pays, se confirme davantage. Et il faut que les autres aident le pays. Donc, que ces enquêtes aillent jusqu'au bout, que des poursuites soient engagées et que ce qui est détourné revienne au pays, au trésor public. C'est important. Vous avez parlé de la répression brutale des manifestations publiques. Là encore, nous disons, c'est un problème sérieux. Toute personne a le droit de manifester. Si les gens ne manifestent pas, ils se retrouvent comme des esclaves. Ça ne va pas. Nous demandons que toutes les mesures soient prises pour protéger ceux qui manifestent et non pas les réprimer. Voilà pourquoi nous déplorons maintenant ce qui est arrivé à beaucoup de défenseurs de droits, de l'homme, il faut les appeler ainsi, les militants des mouvements citoyens, qui, pour une raison qui est fondée, ils veulent parler de la situation de conflit à l'Est. Et ils veulent que le Rwanda puisse attirer une attention sur la situation de rébellion qui se passe à l'Est du pays. Je crois que c'est une bonne cause. Et ceci doit interpeller et les autorités du Rwanda et les autorités de la RDC pour savoir où se trouvent les brebis galeuses. Si même parmi nos dirigeants ici à Kinshasa, il y en a qui alimentent ce qui se passe à l'Est, nous pensons qu'ils doivent mettre fin à cela. Et quand les gens manifestent, il faut écouter, il faut apporter des solutions. Parce que nous tous, nous avons droit à la sécurité. À la sécurité, maître, là je vous arrête parce que nous sommes à la fin de cette émission. Félix Houphouët-Boigny, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, il a dit « La paix n'est pas un mot, mais un comportement ». Nous sommes pratiquement à la fin, nous vous remercions de nous avoir suivis. Jerry Bindel a réalisé cette émission. Arsène Zola et Wing Moukoun étaient à la régie finale. Et Dino Lumbongo était derrière la caméra. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.